Pourquoi la plus grande armée du monde, équipée des technologies les plus modernes du 19e siècle, s'est-elle aventurée dans un désert apparemment sans vie? Pourquoi des ressources colossales ont-elles été jetées dans la conquête d'une région qui, à première vue, ne se compose que de sable, de pierres et de ruines? L'histoire officielle nous offre l'image romantique d'un Napoléon conquérant, un rêveur marchant sur les traces d'Alexandre le Grand. Pourtant, si l'on écarte ce voile héroïque, un tout autre tableau apparaît. Dans cette histoire, Bonaparte agit davantage comme le directeur général d'une gigantesque corporation coloniale, dont les actions sont dictées par un froid calcul économique plutôt que par la soif d'aventure. Nous allons voir que les guerres du passé et du présent sont écrites selon le même scénario cynique, où les véritables objectifs sont soigneusement dissimulés derrière un paravent de beaux slogans sur la civilisation et les Lumières. Avant d'arracher les masques des manuels d'histoire habituels, abonnez-vous à la chaîne et mettez un pouce bleu pour ne pas manquer la vérité qu'on nous cache. Pour comprendre la logique du 19e siècle, il suffit de regarder la géopolitique du 21e siècle. Rappelez-vous comment a été couverte l'invasion des troupes françaises au Mali en 2012. Sur nos écrans de télévision, on nous parlait d'une noble mission: aider les autorités locales, lutter contre les groupes radicaux, protéger la population civile. Le citoyen moyen voit une image héroïque de sauvetage, mais en coulisses se cache le fondement économique, le contrôle de très riches gisements d'uranium. Tout comme l'industrie d'aujourd'hui a besoin d'uranium, les empires d'il y a plusieurs siècles avaient besoin de leurs propres ressources critiques. Le schéma reste immuable. Les intérêts commerciaux se déguisent en mission humanitaire. En revenant à l'époque des guerres napoléoniennes, nous sommes confrontés à l'affirmation selon laquelle l'expédition française cherchait une nouvelle route vers les Indes pour nuire à la couronne britannique. On nous parle de projet de creuser un canal vers la mer Rouge, mais si l'on regarde la carte des mouvements de troupes, la logique de cette version s'effondre en poussière. Si l'objectif était Suez et l'accès à la mer, l'armée aurait dû se diriger exactement là-bas pour construire un port et une flotte. Au lieu de cela, après avoir débarqué à Alexandrie, Napoléon emmène ses légions à l'intérieur du continent, dans le désert, loin de la côte. Cela ressemble à un non-sens stratégique total, à moins que le véritable objectif ne se trouvât justement là-bas, au milieu des sables. Il existe aussi la théorie populaire du pillage banal de l'héritage antique. Sans aucun doute, un flux d'artefacts s'est déversé d'Égypte vers l'Europe. Momies, statues et bijoux en or ont rempli les musées de Paris, Londres et Berlin. Mais soyons réalistes, les sphinx de pierre et l'or antique sont beaux, mais ce ne sont pas des carburants pour l'économie et la guerre. Un conflit mondial exige des ressources pour détruire l'ennemi, pas des pièces de musée. Au XIXe siècle, lors de la conquête active de nouvelles terres, la marchandise la plus vitale était la poudre noire. Sans elle, n'importe quelle armée se transformait en une simple foule. Et pour produire de la poudre, le salpêtre est absolument indispensable. C'est précisément ici, dans la géographie de l'expédition d'Égypte, que la vérité se révèle. Non loin d'Alexandrie se trouve une chaîne de lacs au nom évocateur, Wadi El Natroun. Cet endroit étrange, presque sans vie, ressemblant à des bassins de décantation chimique, était historiquement peuplé de moines. La légende officielle dit que des milliers d'ermites vivaient ici, tressant des paniers à partir de feuilles de palmier apportées de loin. L'absurdité économique de ce schéma est évidente. Pourquoi apporter des matières premières dans le désert pour fabriquer des emballages et les transporter ensuite au retour? Tout prend sens si l'on suppose que les monastères n'étaient pas des lieux religieux, mais des complexes industriels fermés et les moines des ouvriers. Les paniers servaient en réalité au transport du salpêtre extrait sur place. Les actions de Napoléon confirment cette hypothèse. Les Mamelouks, qui combattaient les Français, se repliaient précisément vers ces lacs de soude, comprenant leur valeur stratégique. L'expédition française comptait un nombre sans précédent de scientifiques, et le personnage clé parmi eux n'était pas un historien, mais le célèbre chimiste Claude-Louis Berthollet. C'est lui qui, une fois sur place, a développé la production de poudre en utilisant les ressources naturelles locales. Sa mission n'était pas d'étudier les hiéroglyphes, mais de mettre en service des capacités industrielles pour l'approvisionnement ininterrompu de l'artillerie.
Si l'on regarde l'Égypte sous cet angle, elle n'apparaît pas comme le berceau de la civilisation, mais comme les ruines d'un gigantesque combinat industriel antique détruit par une catastrophe inconnue. Lacs chimiques, roches fondues, temples étranges ressemblant davantage à des halls d'usines, tout cela sont les traces de technologies oubliées. Même les vieux textes décrivant la mort de martyrs en ces lieux par le feu et la fumée ressemblent davantage à des rapports d'accidents industriels chimiques. Napoléon n'est pas venu sur ces ruines en touriste, mais en gestionnaire de crise, pour s'emparer des restes d'une matière première stratégique. L'histoire ne fait que changer les décors et les noms des ressources, du salpêtre à l'uranium, mais l'essence de la machine coloniale reste la même, la recherche et la saisie de l'énergie pour la domination. Pour comprendre vraiment, en profondeur, les motifs des événements survenus il y a plus de 200 ans, nous devons enlever nos lunettes roses et regarder les mécanismes qui animent la géopolitique moderne. L'histoire, comme on le sait, a tendance à se répéter, et les scénarios des conflits mondiaux sont souvent recopiés à l'identique, seuls changent les dates et les décors. Pour plus de clarté, transportons-nous dans un passé très récent, au début de la deuxième décennie du XXIe siècle. Le 11 janvier 2012, les agences de presse mondiales annonçaient la nouvelle. Paris a envoyé un contingent militaire au Mali. La rhétorique officielle était moralement impeccable. Depuis les écrans de télévision et les unes des journaux, on nous parlait de la nécessité d'apporter une aide urgente aux autorités locales. On rapportait que des groupes radicaux s'étaient dangereusement rapprochés de la capitale, Bamako, et que seule l'intervention des légionnaires européens pouvait arrêter le chaos imminent. Quelques mois plus tard, en mars 2012, les médias rapportaient que le contingent devrait rester pour une durée indéterminée, en raison de la résistance obstinée de l'ennemi dans le nord du pays. Pour le citoyen ordinaire, assis dans son appartement confortable à Paris ou à Lyon, l'image du monde semblait absolument claire et noble. La République française, fidèle à ses idéaux, protège les faibles, lutte contre le radicalisme international et apporte la paix dans les coins reculés de l'Afrique. Personne ne se demandait comment exactement la vie du Français moyen dépendait du régime politique d'un lointain pays désertique. La population soutenait massivement l'opération, car les beaux slogans sur le sauvetage de l'humanité trouvent toujours un écho dans les cœurs. Cependant, derrière cette façade humanitaire se cachait un calcul froid et pragmatique dont on ne parle pas au journal de 20 heures. La véritable raison de la présence de la Légion étrangère dans les sables du Mali réside dans la géologie et non dans l'idéologie. Les experts du secteur énergétique savent parfaitement que du point de vue de l'exploration, le sous-sol de cet État africain est l'un des plus prometteurs du continent. Sous les sables, qui semblent absolument inutiles à la télévision, se cachent des gisements colossaux d'uranium. Pour la France, dont l'énergie dépend de manière critique des centrales nucléaires, un uranium bon marché et accessible est une question de sécurité nationale et de survie économique. Les corporations françaises s'assuraient en fait le contrôle des gisements, en masquant cela sous une opération antiterroriste. Les structures oligarchiques avaient besoin d'une ressource, et l'armée a reçu pour mission de sécuriser cette ressource. Il est approprié ici de rappeler les mots du roi de Prusse, Frédéric le Grand, qui a un jour fait remarquer « Si les soldats comprenaient les vraies raisons des guerres pour lesquelles ils se battent, aucune bataille n'aurait lieu. » Ce principe de gestion cynique des masses est resté inchangé au fil des siècles. Au XXIe siècle, on vend à la société la lutte pour la démocratie pour dissimuler la lutte pour l'uranium. Au XIXe siècle, il se passait exactement la même chose. Napoléon Bonaparte, étant non seulement un chef de guerre, mais aussi un représentant des grands groupes financiers et industriels de son temps, agissait selon la même logique. L'invasion de l'Égypte était présentée comme une mission civilisatrice, comme un coup porté au commerce britannique ou comme une expédition scientifique. Mais l'économie mondiale de cette époque, tout comme celle d'aujourd'hui, avait besoin de carburant pour son expansion. Si aujourd'hui ce carburant est l'uranium pour les réacteurs, au XIXe siècle, il existait une autre ressource stratégique sans laquelle la domination sur la scène mondiale était impossible. Une ressource pour laquelle il valait la peine de pousser des milliers d'hommes dans des déserts sans eau et de risquer une flotte.
Si au Mali on cherchait l'énergie de l'atome, qu'est-ce qui jouait le rôle de l'uranium à l'époque des guerres napoléoniennes? La réponse à cette question renverse complètement notre conception de la célèbre campagne d'Égypte. Des historiens spécialement formés et les auteurs de manuels scolaires répètent à l'envi le même mantra appris par cœur. La campagne d'Égypte de Napoléon était un coup géopolitique de génie, dirigé contre la domination de l'Empire britannique. On nous raconte que Bonaparte, en tant que représentant de l'élite militaro-industrielle européenne, cherchait une nouvelle route, plus courte et plus pratique, vers les Indes. Le Directoire lui aurait assigné une tâche ambitieuse: percer une fenêtre sur la mer Rouge, organiser une colonie sur ses rives et assurer un approvisionnement ininterrompu de la France en riches marchandises indiennes en contournant les océans contrôlés par les Anglais. Cela semble logique, grandiose et tout à fait dans l'esprit du Grand Corse. Le plan de création d'un double port reliant la Méditerranée à l'océan Indien, précurseur du canal de Suez, ressemble à l'explication idéale de l'invasion. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les versions officielles, toute cette belle logique tombe en poussière dès que l'on compare les objectifs déclarés avec les actions réelles de l'armée française sur le terrain. Imaginons la carte de cette région. Voici la mer Méditerranée, voici l'étroit isthme de terre, et voici la baie convoitée de la mer Rouge avec le village de Suez. Si le but principal de Napoléon avait vraiment été le transit vers les Indes, la stratégie aurait été d'une évidence banale. Il aurait dû débarquer ses troupes le plus près possible de l'isthme, foncer directement vers Suez et jeter toutes ses forces dans la construction d'un avant-poste précisément là. Ça aurait été le vecteur le plus court, une économie de temps, de ressources et de vie de soldats. Tout stratège sensé rêvant d'une flotte en mer Rouge chercherait à s'implanter sur sa côte. Mais que voyons-nous dans la réalité? Les actions de Napoléon contredisent totalement cette logique, comme s'il sabotait intentionnellement l'ordre du Directoire. Le débarquement a lieu à Alexandrie, qui se trouve nettement à l'ouest de l'itinéraire supposé. Au lieu de tourner vers l'est, vers l'isthme, l'armée part vers le sud, au Caire, vers le plateau de Gizeh. Ce mouvement ressemble à une tentative d'enlever des amygdales en passant par un endroit extrêmement incommode. Les troupes ne se rapprochent pas de la mer Rouge, elles s'en éloignent, s'enfonçant dans le continent. Après la prise du Caire et la célèbre bataille des Pyramides, au lieu de faire demi-tour et de se diriger enfin vers Suez, les Français effectuent des manœuvres apparemment insensées, partant dans un désert sans vie. Nous sommes face à un paradoxe insoluble. Un homme qui s'est préparé pendant des années à cette campagne, qui a réuni une immense commission composée des meilleurs cartographes, ingénieurs et scientifiques de son temps, se comporte comme s'il voyait la carte de l'Afrique pour la première fois. Le Directoire donne un ordre clair: prendre l'isthme et atteindre la mer. Napoléon salue, dit cible en vue, débarque sur la rive et emmène une armée de plusieurs milliers d'hommes dans une direction totalement différente. Comment comprendre cela? Ici, seules deux options sont possibles, et la première ressemble à une blague. On pourrait supposer que Napoléon souffrait d'une forme sévère de crétinisme topographique. Que lui, génie de la tactique, s'est simplement perdu, a confondu le nord et le sud et a accidentellement conduit ses légions mourir dans les sables. Mais croire qu'un commandant de cette envergure, entouré d'un état-major de professionnels, a simplement fait une confusion est impossible. Cela signifie qu'il reste la seconde option, beaucoup plus cynique et pragmatique. Napoléon savait parfaitement où il allait. Il s'orientait parfaitement sur le terrain. Et s'il n'est pas allé vers la mer Rouge, c'est que la mer Rouge ne l'intéressait pas. Son véritable objectif ne se trouvait pas sur les routes commerciales vers les Indes, mais là où il poussait ses soldats avec tant d'obstination, au fond du désert, parmi le sable et les ruines antiques. Si nous rejetons la version géopolitique de la route des Indes comme intenable en raison de l'incohérence évidente de l'itinéraire, nous devons chercher une autre explication. Lorsqu'une armée envahit un pays étranger sans poursuivre d'objectifs de transport stratégique, l'occupation la plus simple et la plus ancienne des conquérants vient généralement à l'esprit: le pillage. Peut-être que Napoléon n'a rien confondu, et que sa tâche principale était un pillage banal à l'échelle industrielle. Après tout,
Les rumeurs sur les trésors inestimables des pharaons excitaient l'esprit des Européens depuis des siècles. La version selon laquelle l'objectif principal de la campagne d'Égypte était le pillage banal du Caire et de la vallée des pyramides semble très convaincante et à première vue est confirmée par les faits. En effet, c'est précisément après la visite de l'armée napoléonienne qu'un flux incessant d'artefacts antiques s'est déversé vers l'Europe. On a emporté d'Égypte littéralement tout ce qui pouvait être chargé sur des navires. Momies mystérieuses, statues de granit, bijoux en or, sarcophages massifs et papyrus peints. Tout cela partait en flux continu vers Saint-Pétersbourg, Rome, Berlin, Londres et bien sûr Paris. On a l'impression tenace que l'Égypte était une sorte de tirelire antique, dont beaucoup connaissaient l'existence mais avaient peur de toucher, jusqu'à ce que Bonaparte arrive, la brise et déclare « Il y en a assez pour tout le monde, servez-vous ». Cependant, si l'on s'éloigne de l'esthétique muséale et que l'on regarde la situation avec les yeux des gestionnaires pragmatiques de l'économie mondiale du XIXe siècle, cette théorie commence à prendre l'eau. Les artefacts antiques sont des choses agréables à posséder, certes. On peut décorer un parc avec une belle stèle de granit, on peut mettre une momie effrayante dans le hall d'un musée pour attirer le public, mais soyons honnêtes, malgré toute leur valeur historique et leur beauté mystérieuse, la barbe en pierre du sphinx ou le masque doré d'un pharaon ne sont absolument pas capables d'influencer les processus macroéconomiques. Qu'est-ce qui changera sur les bourses mondiales parce que chaque ville provinciale européenne aura son propre sarcophage? Absolument rien. Les artefacts sont du prestige, mais pas du capital capable de couvrir les coûts colossaux de l'équipement d'une flotte et d'une armée de plusieurs milliers d'hommes. Le Directoire mondial du XIXe siècle, en voyant ses légions au bout du monde, n'avait pas besoin de beaux bibelots, mais d'actifs réels. À cette époque, un redécoupage actif et agressif du monde était en cours. La colonisation de nouvelles terres exigeait moins de diplomatie que de force brute. La population locale, que ce soit en Afrique ou en Asie, opposait souvent une résistance désespérée aux envahisseurs. Cela signifiait que la soumission des territoires exigeait l'utilisation constante et ininterrompue d'armes à feu. La guerre était passée à une phase industrielle, où gagnait celui dont les canons ne se taisaient pas. Et quel est le composant principal de la puissance de feu du XIXe siècle? La poudre noire. Sans elle, l'armée la plus disciplinée, la plus belle et la mieux entraînée du monde se transforme instantanément en une foule inutile d'hommes en uniforme coloré, armés seulement de baïonnettes, essentiellement des bâtons avec des bouts pointus. Contre un ennemi nombreux, une telle armée est condamnée. Par conséquent, la nécessité vitale de tout empire était un accès ininterrompu aux composants de la poudre. Et si le charbon et le soufre étaient relativement accessibles, le troisième composant principal, le salpêtre, constituait un véritable déficit stratégique. C'est précisément le salpêtre qui était cet air sans lequel la machine de guerre de la France étouffait. Le contrôle des grands gisements de salpêtre au XIXe siècle était aussi important que le contrôle des puits de pétrole au XXe siècle ou des mines d'uranium au XXIe. L'armée mondiale avait un besoin vital d'une source de cette substance pour poursuivre son expansion. Napoléon, étant non seulement un chef de guerre mais aussi un excellent artilleur, le comprenait mieux que quiconque. Il n'avait pas besoin d'un port, ni de l'Inde, ni de l'or des morts. Il avait besoin de poudre. Et c'est précisément cette fin chimique qui l'a forcé à porter son attention sur un point précis de la carte, qui explique parfaitement toutes les bizarreries de son itinéraire. Si l'on suit attentivement la logique du débarquement des troupes françaises, il devient évident que Napoléon ne s'est absolument pas trompé dans le choix de sa tête de pont. Ses actions étaient calculées avec une précision chirurgicale. Tout près d'Alexandrie, où sont arrivés les navires français, se trouve une chaîne de plans d'eau au nom extrêmement significatif, Wadi El Natroun. Même aujourd'hui, ce lieu suscite plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les guides modernes peuvent les appeler lacs de jardin, mais quiconque les voit de ses propres yeux ou étudie les rapports géologiques comprendra, nous ne sommes pas face à une zone de villégiature. C'est un désert rude, au milieu duquel s'étendent des plans d'eau étranges,
ressemblant davantage à des bassins de décantation chimique industrielle qu'à des oasis naturelles. L'eau y est tellement saturée de sel et de minéraux que l'existence d'une vie normale y est pratiquement impossible. Et voilà que dans cet endroit apparemment absolument inhospitalier, on observait historiquement une incroyable concentration de ressources humaines. Des gens spécialement formés nous racontent qu'avant l'arrivée de Napoléon, ces terres portaient le nom parlant de Nitrie. Ici, dans la région des lacs chimiques, existaient environ 50 monastères, dans lesquels vivaient, selon diverses estimations, jusqu'à 10 000 moines. C'est une véritable armée d'ermites. Une question légitime se pose. Que faisaient 10 000 hommes en bonne santé dans un endroit où il n'y a rien d'autre que du sel et du sable? De quoi se nourrissaient-ils et surtout, comment gagnaient-ils leur vie? La science historique officielle nous propose une version qui, à y regarder de plus près, ressemble à une insulte au bon sens. On nous dit que les moines du désert de Nitrie gagnaient leur vie en tressant des paniers et des sacs. Soi-disant, ils apportaient des feuilles de palmier de loin, en tressaient des emballages, puis vendaient ces produits. Activons notre pensée logistique. Des moines partent volontairement dans un désert profond, loin des routes commerciales, dans un endroit où les palmiers ne poussent pas à l'échelle industrielle. Ensuite, ils organisent une livraison complexe et coûteuse de matières premières, les feuilles de palmier, à travers les sables jusqu'à leur monastère. Là, ils s'adonnent au travail manuel, transformant les feuilles en paniers. Et après tout cela, le produit fini doit être transporté à nouveau à travers ce même désert vers le consommateur, car il n'y a pas d'acheteur à Nitrie même. Ce modèle économique ne vous semble-t-il pas, pour le dire doucement, délirant ? Organiser la production d'emballages simples à une distance énorme des sources de matières premières et des marchés de vente est un suicide économique. Il n'y a même pas de rivière ici pour faire flotter les marchandises, seulement du sable brûlant. Mais ce schéma cesse instantanément d'être absurde si nous changeons une variable. Et si les moines n'étaient pas simplement des fanatiques religieux tressant des paniers inutiles, mais des ouvriers d'un cycle industriel fermé? Et si les monastères n'étaient pas des demeures de prière, mais des usines fortifiées et des complexes d'entrepôts? Dans ce cas, tout s'éclaire. Les moines étranges se transforment miraculeusement en employés d'entreprises d'extraction et de traitement de matières premières stratégiques. C'est précisément pour cela qu'on apportait ici des feuilles de palmier, pas pour l'art de la vannerie, mais pour la fabrication d'emballages industriels. Dans ces paniers et ces sacs, on ne chargeait pas de l'air ni des prières, mais ce fameux salpêtre et ce natron, soude, qui étaient extraits des lacs chimiques locaux. Ensuite, cette substance précieuse, emballée dans des conteneurs en palme, partait vers les poudrières. Wadi El Natroun n'était pas un centre religieux, mais un gigantesque combinat chimique à ciel ouvert, camouflé en lieu saint. C'est précisément cette ressource qui attirait les conquérants de tout poil. Mais existe-t-il des preuves documentaires que Napoléon venait précisément chercher cette chimie, et non simplement se promener dans le désert? Les preuves existent, et elles sont cachées dans les noms des personnes qui accompagnaient l'empereur. Même les défenseurs les plus sceptiques de la version officielle de l'histoire ne peuvent ignorer les faits bruts des rapports militaires de l'époque, qui, à y regarder de plus près, se transforment en indices irréfutables. Si nous consultons les chroniques de la campagne d'Égypte, nous découvrons un détail extrêmement curieux concernant les mouvements des troupes ennemies. Lorsque l'armée française a commencé à repousser les dirigeants locaux, les Mamelouks, leurs chefs, Osman Bey et Mourad Bey, n'ont pas fui loin à l'arrière ou vers les frontières des pays voisins. Leurs détachements ont commencé à se regrouper avec l'intention claire de se diriger vers ces fameux lacs de soude. Les Mamelouks, connaissant parfaitement leurs terres, ne battaient pas en retraite vers le vide, mais vers la source de leur force. Ils cherchaient à maintenir le contrôle sur Wadi El Natroun, car ils comprenaient « celui qui contrôle cet endroit contrôle une réserve infinie de munitions ». Napoléon, en génie tactique, a déchiffré cette manœuvre et a dirigé ses forces pour leur couper la route, afin de priver l'ennemi de sa principale ressource stratégique. Mais la preuve la plus lourde des véritables objectifs de l'expédition réside dans la composition du personnel de l'armée d'invasion. Napoléon a emmené avec lui en Afrique un nombre sans précédent de spécialistes civils, la soi-disant Commission des sciences et des arts.
On aime nous parler des peintres, des linguistes et des historiens qui seraient allés dessiner le Sphinx. Cependant, dans l'ombre de ces professions romantiques, se cache un personnage dont la présence change complètement le sens de toute l'opération. La star principale de la délégation scientifique n'était ni un poète ni un archéologue, mais Claude-Louis Berthollet, un chimiste exceptionnel de son temps. L'homme même qui avait créé peu de temps auparavant le sel de Berthollet, chlorate de potassium, une substance hautement explosive. Pourquoi un chef de guerre partant en campagne traînerait-il à travers la mer un immense laboratoire chimique et un professeur de l'école polytechnique? La réponse est simple et cynique. Berthollet ne venait pas étudier le passé, mais assurer l'avenir de l'artillerie française. Dans leurs mémoires et rapports, les participants à la campagne, comme André-François Miot, indiquent directement: Berthollet transportait des réactifs et de l'équipement dans un but précis: mettre en place la production de poudre directement sur place au Caire. Et il s'est acquitté de cette tâche avec brio. Dès que les troupes françaises ont occupé la région, le général Andréossy a reçu l'ordre sans équivoque d'inspecter les lacs de salpêtre. À la suite des militaires, les chimistes s'y sont rendus. Ils ont prélevé des échantillons de sol, analysé la composition de l'eau dans ces fameux bassins de décantation monastiques et confirmé leur importance industrielle. Berthollet, avec l'ingénieur Conté, a construit plusieurs usines en un temps record. L'armée française a cessé de dépendre des livraisons de la métropole, commençant à produire des explosifs à partir de la matière première locale. Les chimistes ne perdaient pas leur temps à déchiffrer des hiéroglyphes, ils s'occupaient de l'analyse des sables du désert et du traitement du natron. Ainsi, la présence de Berthollet et le déploiement de la production chimique sont la fumée qui nous mène au feu de la vérité. La campagne d'Égypte n'était pas une mission culturelle, mais une OPA hostile sur un gigantesque combinat chimique. Et cette découverte nous oblige à regarder tout à fait différemment non seulement les guerres napoléoniennes, mais aussi le passé de l'Égypte elle-même. Si au XIXe siècle, on extrayait ici de la matière première pour la poudre en utilisant une infrastructure antique, quelle était donc cette civilisation qui a laissé derrière elle de telles ruines technologiques? Nous approchons de la partie la plus audacieuse de notre enquête. Dans notre esprit surgit involontairement une association tenace avec le roman culte des frères Strugatsky, Pique-nique au bord du chemin, Stalker. Si l'on rejette tout ce qu'on nous a appris à l'école et que l'on regarde l'Égypte du XIXe siècle avec un regard impartial, ce qui apparaît devant nous n'est pas le berceau d'une spiritualité ancienne, mais une gigantesque zone industrielle abandonnée et partiellement détruite. Imaginez un territoire où fonctionnait autrefois un complexe de production de haute technologie, mais qui pour une raison inconnue, guerre, sabotage ou catastrophe technologique, a été détruit. Des années, peut-être des siècles ont passé, et de nouveaux hommes sont arrivés sur ces ruines. Ils voient les restes de structures gigantesques qu'ils ne comprennent pas, trouvent d'étranges réservoirs de produits chimiques et, ne comprenant pas leur véritable destination, commencent à leur attribuer un sens sacré. Ces mêmes lacs de Wadi El Natrun, dont nous parlions plus tôt, cessent dans cette vision du monde d'être des plans d'eau naturels. Ce sont des bassins de décantation industrielle typiques, des dépôts de boue où l'on déversait les déchets ou où se produisait la cristallisation des réactifs. Les temples étranges avec leur maçonnerie cyclopéenne, leurs couloirs étroits et leurs immenses salles sans fenêtres ressemblent davantage à des halls d'usines, des bunkers ou des stations énergétiques qu'à des lieux de prière. Ces obélisques et statues qui nous étonnent par la précision du traitement des roches dures pourraient ne pas être simplement des monuments aux rois, mais des éléments de construction technique dont la fonction a été perdue. Nous ne voyons que l'enveloppe de pierre, le boîtier d'un mécanisme dont on a retiré tout l'intérieur depuis longtemps. Cette théorie semble particulièrement effrayante et plausible si l'on essaie de déchiffrer les textes religieux anciens comme des rapports d'incidents secs. Prenons par exemple l'histoire des 10 000 martyrs du désert de Nitrie. La tradition ecclésiastique dit que sous le patriarche d'Alexandrie Théophile, un nombre immense de moines vivant dans la région de ces mêmes lacs chimiques furent accusés d'hérésie et moururent en martyrs. Mais faites attention aux détails de leur mort. Les sources rapportent qu'ils ont péri par le feu et la fumée.
Dans le contexte d'une persécution religieuse, on interprète généralement cela comme le fait d'être brûlé vif ou attaqué. Mais si nous gardons à l'esprit l'hypothèse du combinat chimique, le tableau change radicalement. 10 000 travailleurs concentrés en un seul endroit, feu et fumée, dans une zone d'extraction de salpêtre explosif, c'est la description d'une catastrophe technologique classique. Probablement, une explosion puissante ou une fuite de substances toxiques s'est produite dans l'usine de Wadi El Natroun, anéantissant instantanément le personnel de l'immense entreprise. Plus tard, quand le véritable sens des événements fut oublié, l'histoire transforma les ouvriers morts en saints martyrs et le lieu de l'accident en désert sacré. Au XIXe siècle, Napoléon est arrivé sur ces ruines industrielles. Il n'était pas un découvreur, il était un pillard de haut rang, un stalker, qui a compris le premier qu'il y avait encore de quoi profiter dans la zone. Il a vu que les lacs de boue étaient encore pleins de salpêtre et que dans les ruines, on pouvait trouver des technologies ou des produits finis en avance sur leur temps. Ce qu'on pouvait emporter, on l'expédiait en Europe sous couvert d'œuvres d'art. Ce qu'on ne pouvait pas bouger, on le faisait sauter ou on le défigurait jusqu'à le rendre méconnaissable, pour cacher la véritable destination des objets, transformant des bâtiments fonctionnels en tas de pierres insensées. Bonaparte ne découvrait pas l'histoire de l'Égypte ancienne, il nettoyait le territoire et emportait les restes de technologie qui pouvaient renforcer son empire. Ce n'était pas de l'archéologie, c'était de l'espionnage industriel sur les ruines d'une civilisation disparue. Pour résumer cette enquête à grande échelle, le puzzle s'assemble enfin en un tableau unique et effroyablement logique. Nous pouvons maintenant rejeter avec confiance les fadaises romantiques des manuels scolaires sur le Corse rêveur parti dans les sables pour se tenir à l'ombre des pyramides et méditer sur l'éternité. Napoléon Bonaparte cherchait en Égypte une chose tout à fait concrète et tangible, dont dépendait la survie et la domination de son empire. Il cherchait et, surtout, il a trouvé la ressource principale de la guerre du XIXe siècle, le salpêtre. Toute cette grandiose campagne d'Égypte, chantée dans les tableaux et les poèmes, n'était en substance rien d'autre qu'une opéa hostile sur un gigantesque combinat chimique cyniquement camouflé en expédition scientifique et libératrice. La Grande Armée ne frayait pas un chemin à la civilisation, elle frayait un chemin vers la matière première. La commission des sciences, accompagnant les troupes, remplissait en réalité les fonctions d'éclaireur géologique et de corps d'ingénieurs pour la mise en route de la production. Les monastères se sont avérés être des ateliers, les lacs des bassins de décantation, et les artefacts antiques soit des sous-produits, soit des restes de technologie que les vainqueurs ont emportés comme trophées. Nous ne voyons pas le triomphe de la culture européenne sur la barbarie orientale, mais un rapport sec sur l'acquisition d'actifs. Le contrôle de Wadi El Natroun a fourni de la poudre à la France, permettant à la machine de guerre napoléonienne de redessiner la carte de l'Europe pendant encore une décennie et demie. Le plus triste et en même temps le plus dégrisant dans cette histoire, c'est à quel point elle est cyclique. Les époques changent, les uniformes des soldats et les drapeaux des États changent, les noms des territoires changent, que ce soit le Mali, l'Irak, la Libye ou l'Égypte, même les noms des ressources critiques changent. Hier, c'était le salpêtre pour les mousquets et les canons. Au XXe siècle, l'or noir pour les moteurs à combustion. Aujourd'hui, l'uranium pour les réacteurs nucléaires ou le lithium pour les batteries. Mais l'essence de ce qui se passe reste immuable, comme le sphinx figé dans la pierre. Les acteurs mondiaux agissent toujours selon le même scénario. D'abord, on crée une belle légende pour la population. Lutte contre la tyrannie, défense de la foi, exportation de la démocratie ou aide aux peuples arriérés. Sous couvert de ces nobles slogans commence l'invasion. Et au final, nous découvrons toujours que, par hasard, les gisements les plus gras de matières premières stratégiques sont passés sous le contrôle des libérateurs. L'histoire de notre monde n'est pas une chronique d'exploits, mais un livre comptable, où le profit se paie avec du sang et où le pillage s'appelle géopolitique. Nous vivons dans un monde où les théories folles s'avèrent souvent bien plus proches de la réalité que les documents officiels certifiés par des sceaux. Nous terminons ici l'analyse des véritables motifs de l'invasion napoléonienne, mais ce n'est qu'une page dans l'épais livre des falsifications que nous devons relire. Si cette version des événements vous a semblé convaincante et logique, ou si au contraire vous pensez que c'est de la pure science-fiction et du délire,
Écrivez absolument votre avis détaillé dans les commentaires. La vérité naît de la discussion. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Beaucoup d'autres révélations sur l'histoire folle de notre monde nous attendent. Des choses qu'on ne vous racontera jamais en cours d'histoire.